Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle communication. Le sujet que nous avons choisi de traiter aujourd'hui porte sur les étrangers en Égypte ancienne. Et vous le verrez, en fait, il s'agit d'une introduction, car le sujet, naturellement, est très important, il est relativement dense, on ne peut le traiter de manière exhaustive que dans les ouvrages. Donc cette communication est simplement une introduction qui a vocation à servir de base aux uns aux autres pour conduire une nouvelle, ou en tout cas une réflexion renouvelée sur les sujets, sur ce sujet qui est rarement traité et parce que l'horizon en fait est relativement limité on aborde les aspects que nous allons voir aujourd'hui du point de vue d'une lecture phonétique. On ne peut pas dire grand-chose une fois qu'on a lu, on a translittéré les graphies, mais lorsqu'on introduit les langues africaines dans cet exercice, elles permettent de mettre en perspective un certain nombre de choses qui nous paraissent relativement intéressantes. Donc c'est ce que nous allons poser comme base aujourd'hui. Voilà. Alors avant de débuter, je souhaite me présenter brièvement. Mon nom est Dibon Barimbok. Je suis écrivain, historien, conférencier, auteur d'un certain nombre d'ouvrages déjà parus et qui portent essentiellement sur l'Antiquité africaine et notamment sur les liens que la civilisation des bords du Nil entretient avec les peuples que j'appelle les peuples éthiopiens, donc l'Éthiopie historique, donc les peuples dits bantous et les peuples du Soudan occidental notamment, donc les pays aujourd'hui reconnus sous les noms Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Voilà. Et je suis également l'initiateur d'un projet que j'ai appelé A Contrario, qui est une plateforme qui a vocation à diffuser les humanités fondamentales ou les humanités classiques africaines, comme les appelait le professeur Cheikh Anta Diop. L'essentiel de ce qui va être dit figure dans une suite, une série, dont le premier volume est apparu il y a quelques jours. Il porte comme titre Prends ton héritage. Voilà, donc c'est une suite. Hein. Comme je le dis toujours, quand je dis que il faut lire les livres, c'est sûr qu'il faut le faire car pour suivre le développement de la pensée qui va être décrite brièvement dans cette communication, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments de base. Et les ouvrages que j'écris généralement vont par, comment dire, évoluent par difficulté entre guillemets. Donc je commence toujours par le plus simple pour aller vers le plus complexe. Donc cet ouvrage sert de base à ce qui va suivre. Hein. Et un certain nombre d'éléments que nous allons partager aujourd'hui y figurent, mais pas la totalité naturellement. Tout comme la dernière fois, j'ai parlé des origines égyptiennes du Ramadan. Certains éléments figurent dans cet ouvrage, mais pas la totalité, car cette suite dans laquelle s'inscrit ce premier volume, c'est une suite qui fait environ 3000 pages. Donc vous comprenez bien que je ne peux pas à chaque fois spécialiser un ouvrage pour un sujet. Je peux le faire pour des conférences, mais pour un ouvrage, généralement, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus dense. Donc, il faut lire les livres, c'est ce que je dis, pour voilà, cerner le sujet dans son ensemble et comprendre le déroulement de la pensée et les liens que j'établis entre les mots, hein, parce que je travaille beaucoup avec les langues africaines, parce qu'elles sont extrêmement riches hein, pour éclairer la pensée égyptienne. Et voilà, donc cet ouvrage apparu, il est important. Euh, je vous suggère de le lire pour avoir des idées beaucoup plus claires. C'est ce qui va être dit aujourd'hui, car je ne fais que survoler naturellement les sujets, puisque je limite généralement mes communications à 1 heure. Parfois ça va un peu au-delà, parce que naturellement le sujet est dense, mais généralement je me limite à 1 heure, parce que le temps manque pour ce type d'exercice. Voilà, donc les mots des étrangers, donc c'est la première partie de cette communication et nous allons rentrer directement hein, dans le vif du sujet. Alors lorsqu'on consulte les graphies hiéroglyphiques, il y a plusieurs manières, il existe plusieurs manières de nommer les étrangers d'une manière générale. Alors par étrangers, j'entends des peuples qui ne sont pas autochtones hein, de la vallée du Nil, en tout cas considérés comme nationaux pour l'Égyptien. Et nous allons voir que, naturellement, ici je commence par les Asiatiques, mais il y a également les Nubiens et les habitants du pays de Punt, et nous allons également aborder ces aspects-là aussi. En tout cas, les survoler tout au moins au cours de
de cette communication. Donc voici deux graphies hein, qui rendent compte d'une réalité. C'est le nom de ce que l'égyptologie appelle les Asiatiques. Il y a plusieurs façons de l'écrire, bien sûr, mais le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est le thème qui débute de cette graphie et que j'ai encerclé ici en rouge, car il suffit pour rendre compte de cette notion du point de vue égyptien, on va le voir, mais aussi du point de vue des langues africaines, puisque nous postulons, nous défendons, nous pensons et nous prouvons à chaque occasion que la civilisation égyptienne était une civilisation africaine, bien entendu, malgré l'adversité qu'on peut rencontrer dans ce type de débat, et nous sommes ouverts au débat. Nous disons toujours que notre argument ne consistait même plus simplement à nous baser sur l'apparence physique, car il est encore possible de produire des falsifications à ce niveau-là, mais sur les hiéroglyphes même, sur la langue que parle le scribe égyptien. Et elle nous paraît beaucoup plus intéressante hein, pour déterminer l'origine et la pensée symbolique d'un peuple. Et nous allons voir que la pensée symbolique qui se déploie du point de vue de ce thème, c'est-à-dire la définition de l'étranger en Égypte pharaonique, est typiquement africain, c'est-à-dire cette pensée est typiquement africaine. La manière de voir les choses est typiquement africaine et exclusivement africaine. C'est ce qui prouve bien, encore une fois, que bon, cette civilisation est africaine. Ça prendra simplement le temps pour certains de l'admettre de manière définitive et pour d'autres, bon, de pousser dans la réflexion pour ceux qui sont déjà informés sur ces questions. Voilà, donc nous allons commencer par le thème de l'asiatique et nous allons le survoler et nous allons commencer par cet idéogramme que j'ai encerclé en fait. Alors, cet idéogramme est translittéré STI, ok? Et il rend compte du verbe transpercer et de ses dérivés, donc percer, transpercer, etc. Et il représente une flèche qui transperce une peau. Généralement, on considère que c'est une peau de vache. Voilà. Et les mots, car il est question pour nous pas seulement en fait, de solliciter les mots hein, qui rendent compte de l'idéogramme qui est décrit par le scribe et ne pas nous limiter à la simple translittération, c'est-à-dire à l'affectation d'un certain nombre de lettres à l'idéogramme. Donc, et on va voir pourquoi cela nous paraît beaucoup plus pertinent de procéder de la sorte. Donc les mots qui rendent compte du verbe percer, tel qu'il est illustré par l'idéogramme, sont les suivants. Ici, ce n'est qu'une petite série. Dans les ouvrages, c'est beaucoup plus dense, je le dis toujours. Ici, je ne peux pas me permettre comme ça de présenter des séries. Mais c'est un thème récurrent au sein des langues africaines. Donc, nous aurons par exemple le Douma, Ituba, qui signifie percer, Kibembe, Kutobule, percer, Bikele, Tubo, percer, Chiruba, Tubula, percer, Chiruba, Tubu, troué, Chiruba, Tubuka, être percé, le Bassa, Lituba ou Tuba, trou, etc. Teke, Tsuba, trou, Najamba. Alors, le Najamba, c'est une langue dogon. J'introduis généralement ces langues aussi pour montrer qu'en réalité nous parlons la même langue, comme j'ai l'habitude de le dire, et que, bon, puisque les peuples africains ne s'étudient pas dans nos universités, nous n'étudions pas les peuples africains, nous étudions tout sauf l'Afrique, et ce qui a souvent tendance à nous faire croire que ailleurs, ce n'est pas comme chez nous. Pourtant, lorsqu'on se penche en fait notamment sur les langues africaines, on se rend compte que nous parlons la même langue et que cette césure qui est faite entre peuples dits bantous et peuples dits soudanais n'est d'abord qu'idéologique. Hein. Elle est d'abord idéologique, elle n'est pas opérative du point de vue des langues. En tous les cas, ceci est une évidence. Maintenant que nous approchons les hiéroglyphes avec les langues africaines, cela est encore plus évident. Voilà. Donc, le Najamba dira Sobé, percé, c'est une variante du Tsuba, du Teke. Le Teke, c'est une langue parlée au Gabon. Il y a plusieurs variantes de Teke, bien sûr, mais Tsuba, c'est percé. Le Najamba va dire Sobé, percé. Le Yandandom, qui est également une langue dogon, dira Soba. Le Toroso Dogon, Sobo, etc., etc. Donc, vous avez l'occasion, comme ça, de parcourir les différentes occurrences. Cette liste n'est naturellement pas exhaustive, mais elle permet d'avoir une idée relativement juste du thème dont rend compte cet idéogramme, ok? Bon, et
naturellement, nous pouvons vérifier. Et c'est toujours ce que je dis. Lorsqu'on fait ce type d'exercice, souvent c'est intéressant de voir en fait le déploiement de l'idéogramme dans le registre pharaonique, car ça permet de cette manière en fait de vérifier si ce que nous disons est pertinent. Et on va voir que c'est effectivement le cas, parce qu'on se rend compte qu'il suffit de représenter l'idéogramme en question, suivi d'un déterminatif, en l'occurrence ici les trois filets d'eau, pour rendre compte du verbe verser. Et j'ai dit que cet idéogramme rend compte des formes ituba, sobe, soba, sowo, sobu, etc. au sein des langues africaines. Okay? Donc, je vais dire ceci. La graphie donc qui rend compte du verbe verser correspond au fufulde tob, pleuvoir, ou au poulard. Fufulde, c'est le poulard. Donc cette graphie correspond au fufulde tob, pleuvoir, faire tomber la pluie, tomber goutte à goutte, on dit tobo. Asperger de gouttes, asperger d'eau, mouiller, toba. Tomber goutte à goutte, verser goutte à goutte, tobo, prendre quelques gouttes d'une boisson, on dit woto a tobor, que tu ne reçoives pas la pluie, tob ou torb. Alors je ne parle pas foufoulde, donc ceux qui parlent le peul seront mieux que moi à vocaliser ce que j'essaie de dire ici, mais ils savent que c'est le mot pour dire être sous la pluie, recevoir la pluie, se faire tremper par la pluie. Le foufoulde toba, verser goutte à goutte, est l'homonyme du pounou, qui est une langue du Gabon, toba, qui signifie percer. Vous voyez? Donc, il y a toujours comme ça une relation établie au sein même des langues africaines qui permet non seulement de rendre compte des idéogrammes, mais également de la signification qui accompagne l'idéogramme en question. Vous voyez? Donc, ce verbe verser, qui paraît de cette manière, en fait, correspond au poulard, tob, qui signifie pleuvoir, notamment. Mais pas seulement, on va le voir. Ok. Donc maintenant, ici, je cible les formes offertes par les langues dogon, notamment ici le najamba, sobe, percé, et andadom, soba, qui sont des variantes du poulard toba, parce que le S se réalise en T et vice-versa au sein des langues africaines. Donc il y a ici une correspondance évidente. Donc je cible cette série pour montrer ceci. Le fufulde tob, pleuvoir, est un homonyme du bassa top, percé. Okay, parce que le P devient un B et vice-versa. Donc c'est le même mot et on se rend compte en fait les correspondances au sein des langues africaines, dont on rencontre des hiéroglyphes notamment. Or, vous savez que le poulard est considéré comme une langue soudanaise et le bassa comme une langue dite bantou. Mais on se rend compte qu'il y a une relation immédiate entre ces deux formes. Hein, et c'est les hiéroglyphes en fait qui permettent de révéler ce type de relation. Donc le Yandandom, langue du domaine Dogon, dira soba, percer, allié au bassa sobha, faire verser. Voyez? Donc on a encore une fois une relation entre le fait de verser, le verbe verser, et le verbe percer, dont on rencontre l'idéogramme que nous sommes en train d'étudier. Donc le bassa sobha provient du verbe sop, qui est une variante de top. Hein, sop verser, top percer, qui se présente clairement comme une variante du verbe top percer dans la même langue. Le douala présente sowa, verser, la variante du bassa sobha, car le B devient un W au sein des langues bantoues, ça on le sait, je l'ai déjà présenté plus d'une fois. Donc le bassa dira sobha, faire verser. On peut dire en général qu'on assiste ici à une succession de mutations phonétiques, puisque le bikele tubo, percé, va rejoindre le idioli dongé, qui est une langue dogon, tuwo, versé, par le passage du B au W courant au sein des langues africaines, au sein des langues éthiopiennes. Alors dans mon discours, je le rappelle quand même pour ceux qui le découvrent, éthiopien et africain, c'est la même chose. Je ne fais pas de distinction entre le mot éthiopien parce que quand je dis éthiopien, je considère l'Éthiopie historique, c'est-à-dire l'Éthiopie du point de vue des Grecs, tel qu'ils l'ont défini, tel qu'ils l'ont... voilà. Et il faut savoir que c'est l'Afrique en général, et notamment lorsque Diodore Cécile parle de l'Éthiopie, il parle du Midi, c'est-à-dire la région équatoriale, donc l'Afrique, dite des Grands Lacs en gros. Hein. Mais pas seulement, parce que moi j'étends ce territoire jusqu'au Soudan historique, non au Soudan occidental, etc. Voilà. Donc ça englobe tous les peuples qui vivent au sud du Sahara d'une manière générale. Dans mon discours. Voilà pourquoi je fais ces liens, mais bon, ceux qui ne sont pas habitués peuvent imaginer que je parle ici d'Addis Abeba, pas seulement, car naturellement ce sont des Éthiopiens, mais l'Éthiopie d'aujourd'hui a pris le nom simplement, mais ne représente pas l'Éthiopie historique dans sa globalité, bien sûr. Donc nous avons d'autres correspondances qui s'inscrivent dans la même veine.
Donc, notamment ici, pour le verbe verser, on rencontre donc cette graphie que je présente, le mambo, donc c'est les langues du domaine Dogon notamment, on va dire tout est versé, jamse, yuo, versé, guru, yuo, versé, etc., pergetegu, turo, sura, etc. Bon. Bamanan, suru, versé, faire couler le bamanan, c'est le bambara. Hein. On dit bamanan parce que c'est la manière authentique de le dire, mais en français, on dit bambara. Bon. C'est comme ça, mais c'est la même langue. Et Laoussa dira dura, versé. Bon. Je prends un autre exemple pour confirmer en quelque sorte le vocabulaire issu de l'idéogramme que nous étudions pour montrer en réalité que nous sommes effectivement dans le domaine des mots que je suis en train de présenter. Cette graphie se lira tob, en poulard notamment, ayant le sens de viser, puisqu'elle a le sens de cible en fait. Hein. Mais le mot c'est tob en poulard qui veut dire viser avec une arme, pointer une arme vers, se diriger vers, à joindre aux formes, pardon, à joindre aux formes telles que le bobangi, tuba, percer. Okay, ce ne sont que des mutations phonétiques autour d'un même thème, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Bon. Donc, le scribe fait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous dit que pour traduire le verbe verser, on peut utiliser le signe que je viens de présenter, ou il peut être remplacé par un autre signe que je présente ici à droite. La translittération est la même, le sens est le même, c'est toujours le verbe verser. Et il est question pour nous en fait de comprendre pourquoi le scribe s'autorise donc de changer ou d'interchanger les deux signes. Tantôt il utilise le signe qui présente la flèche qui transperce une peau de vache notamment, ou tantôt il utilise ce signe, on va découvrir de quoi il s'agit. Donc l'autre signe qui est comme une sorte d'écheveau, de nœud, etc. Voilà, on va découvrir. Donc ce signe est classé S22 d'après la nomenclature d'Alan Gardiner, qui était un égyptologue britannique, et il est censé décrire un nœud unissant sur les épaules les pans d'un vêtement. Okay? Donc sur le signe classé S22, il est censé représenter un nœud. Un nœud, en l'occurrence, ici, il s'agit d'un nœud qui unit sur l'épaule les pans d'un vêtement. Bon. Le motif qui donne à ces deux idéogrammes, donc l'idéogramme que j'ai présenté tout à l'heure et celui-ci, d'être interchangeable, est souligné par Laoussa, Dora, Dore, Dore, qui signifie nœud, et Dura, qui signifie verser. Donc vous voyez que nous avons ici une relation qui permet de justifier du lien qui unit donc ce signe qui représente un nœud et le verbe verser auquel ce signe est affecté dans le lexique pharaonique. Nous avons vu que Laoussa Dura verser est une mutation phonétique du Bobangi Tuba. Okay? Il faut savoir que c'est le même terme, ce n'est qu'une mutation phonétique. Donc Laoussa Dura verser est une mutation phonétique du Bobangi Tuba percer, comme l'explique d'ailleurs parfaitement le poulard au verbe tobre ou tor. Alors le poulard fait quelque chose d'extraordinaire car ici il ne s'agit que d'une mutation phonétique au sein de la même langue. Parce que le poulard peut remplacer le B par le W et ça garde le même sens, c'est-à-dire être sous la pluie. Et parfois le W, en fait, vous savez que lorsqu'on prononce le W, parfois on peut dire tour ou tobre, tour ou tobre. Okay? Donc parfois le B est perceptible, parfois il n'est pas perceptible car il devient donc un W. Okay? Mais ça reste le même mot du point de vue de la langue même, du point de vue du poulard même, c'est-à-dire de foufoulder en quelque voilà. Donc c'est important de le comprendre car cette mutation phonétique est essentielle pour comprendre les évolutions qui vont suivre. Bon. On se rend donc compte, comme je viens de le montrer, que le vocabulaire est identique. C'est-à-dire qu'il s'agisse d'utiliser le signe qui présente une flèche transperçant une peau ou le nœud, le vocabulaire au sein des langues africaines est identique. C'est toujours toba ou tura, toba ou tura, toba, etc. Donc, vous avez suivi l'évolution, donc vous êtes parfaitement informé du vocabulaire que nous venons de mobiliser pour évoluer. Bon. Maintenant, nous revenons donc à la graphie pour pouvoir la vocaliser, pour pouvoir la lire, pour savoir à quoi tout ceci renvoie. Ces graphies, donc, que je présente ici, répondent au Wolof Tuba, ordinairement traduit par européen. Okay? C'est comme ça que ce terme est traduit en Wolof. On dit par exemple Toubab, l'européen, ou Toubabou, les Européens. Il s'agit d'un homonyme du Bobangi, Touba, percé. Okay? Certains auteurs, à l'instar de Delafosse ou Arsène, ont voulu voir l'origine du Wolof Toubab dans l'arabe Ibib, Tebib ou Toubib,
qui signifie guérisseur, médecin, avec le sens de puissant, extraordinaire, surnaturel. Une filiation contredite par l'égyptien pharaonique qui affecte ce thème au Wolof Touba avec le sens de européen, le sens d'aujourd'hui, car naturellement, pour l'Égyptien ancien, cette réalité n'était pas effective, puisque l'Europe n'existait pas en tant que continent constitué. C'était l'Asie pour les habitants de la vallée du Nil. Ils considéraient que c'était simplement l'Asie occidentale. On va le voir d'ailleurs. Alors, on trouve au Cameroun central des formes telles que le Bakoum, Tébale, le Ndop, Téboré ou le Balou Tibar, traduite par blanc. Donc les peuples africains, ou en tout cas les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara, utilisent ces termes, mais lorsqu'on les traduit en français, on croit y voir la manifestation du mot blanc pour désigner donc les Européens. On va voir que c'est un peu plus complexe que cela, c'est pas tout à fait aussi littéral. Même si le discours commun l'admet, ce n'est pas la signification réelle de ce terme. Donc, ces graphies répondent au Wolof Touba, ordinairement traduit par européen. Exemple, Toubab, l'européen, Toubab ou les Européens. Il s'agit d'un homonyme du Bobangi, Touba, pour ne citer que le Bobangi, car c'est un terme, vous le voyez, vous l'avez vu, qui est présent dans un nombre considérable de langues africaines avec des formes variées, notamment le S qui peut devenir un T et vice-versa. Mais voilà la relation. Certains auteurs, à l'instar de la Fosse, qui était un administrateur colonial qui a écrit sur le Soudan occidental, ou Arsène, ont voulu voir l'origine du Wolof Toubab dans l'arabe Ibib, Tébib ou Toubib, qui signifie guérisseur, médecin, avec le sens de puissant, extraordinaire, surnaturel, une filiation contredite par l'égyptien pharaonique, puisque on trouve ici une relation immédiate sans l'influence de l'arabe. Donc ça montre bien que c'est pas l'origine en fait du terme. On trouve au Cameroun central des formes telles que le Bakoum, Tébale, le Ndop, Téboré ou le Balou Tibar, traduite par blanc, hein, c'est comme ça que c'est traduit dans le discours commun, pour rendre compte en fait de cette graphie, ok, donc consacrée aux Asiatiques d'une manière générale. Et les Asiatiques, donc pour les anciens Égyptiens, naturellement, bon, c'était tous les peuples étrangers généralement qui offraient un phénotype couleur chair en quelque sorte, pour dire les choses simplement, mais pas seulement. On va voir que du point de vue des concepts, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Il ne s'agit pas de dire Tibar blanc, bon, parce que c'est une manière un peu simpliste de considérer les choses. C'est beaucoup plus complexe. On va le voir. Donc, là où ça va donc dire Dora, Doré, Douré pour dire le nœud, et là où ça va dire Doura pour dire verser. Et je vous dis, et je montre ici que le biquet est Toubo, percé, une variante locale du Perguetegu, Touro, versé, justifiera de l'Aoussa Touré pour dire européen. Donc aujourd'hui, en Aoussa par exemple, pour nommer les Européens d'une manière générale, on dit Touré. Mais vous voyez que c'est le mot pour le nœud, c'est le mot pour le verbe verser. Et vous savez que ces formes, on va le voir encore une fois, mais ces formes sont liées au thème de l'asiatique, hein, dans le lexique pharaonique. Donc en Aoussa, on dira par exemple Batouré pour dire l'Européen, Tourawa pour dire les Européens. Le poulard oriental a Touré pour dire l'Europe, Tourankejo pour dire européen, tandis que la variante occidentale ouvre Toubak, Tobacco pour dire l'européen. Le Songhai présente Borotirei pour dire homme rouge, sous-entendu les Européens. Donc c'est comme ça que les Songhai appellent les populations qu'on nomme aujourd'hui européens, c'est-à-dire les populations à couleur chair, disons, pour dire simplement les choses. Et donc le Songhai dira donc Boro Tirei pour dire homme rouge, donc Boro signifie homme, Tirei c'est rouge, on va le voir. Cette forme fournit le sens étymologique du mot Touré, parce que Tirei du Songhai, ce n'est qu'une variante de l'Aoussa Touré. C'est le même mot en fait, ce n'est qu'une mutation phonétique qui rejoint les mots que je viens de rappeler tout à l'heure, c'est-à-dire les mots pour verser, les mots pour percer, etc. Bon. Cette forme fournit le sens étymologique du mot Touré qu'on trouve notamment avec l'Aoussa Batouré pour dire européen. Le Songhai Tirei, aussi orthographié Sirei, donc on peut l'écrire de deux manières, soit avec TY, soit avec CY, signifie rouge, être rouge. On dit Sirandi, rendre rouge, Sirayan, faire le fait d'être rouge, Sirero, rougeur, Syria, rougeâtre. Et je vous le dis, donc ça c'est le sens étymologique du mot même. Donc, il ne s'agit pas de dire
Touré blanc, non, parce que ça c'est un discours commun admis puisque c'est ainsi que les racialistes des siècles derniers ont classifié ce qu'ils appellent les races, en quelque sorte, donc les blancs, les jaunes, etc. Donc, ça rentre dans le discours commun, mais le sens réel, c'est rouge. Ok, ce n'est pas ce qu'on croit. Bon, voilà. Et cela ressort clairement du point de vue des langues, mais on va voir que c'est un terme qui ne s'applique pas qu'aux populations appelées européennes aujourd'hui. Le sens philosophique est beaucoup plus profond car les Égyptiens, naturellement, n'étaient pas dans la superficialité, et les Africains non plus. La philosophie africaine n'est pas dans la superficialité. Ça, c'est une certitude, et on va le voir simplement de manière plus évidente tout à l'heure. Donc, nous avons donc cette série, et pour moi, cet acétate consiste simplement à rappeler que le sens étymologique là, du mot touré, c'est rouge. Okay, c'est bien important de l'avoir en mémoire pour la suite. Donc, par exemple, ici, nous avons une graphie comme celle-ci donc, qui rend compte de l'Asie. Donc, l'Égyptien pharaonique fait quoi? Il dessine donc ce nœud auquel il associe un certain nombre d'idéogrammes, mais pour nommer l'Asie. Okay? Et cette relation explique pourquoi nous donnerons à la graphie l'USTT, c'est-à-dire celle qui est présentée ici et traduite par Asie, de répondre en réalité à la Hausa Touré ou Touré, Europe. Touré ou Touri, traduisant alors européen, un homonyme de Doré ou Touré ou Toura, mettre ensemble ou rouler ensemble ou faire un nœud dans la même langue. Donc, ils représentent le nœud parce qu'ils savent naturellement qu'en prononçant le mot du nœud, eh bien, on aura une homonymie parfaite au sein des langues pour désigner en fait cette région qu'ils sont en train de distinguer. En l'occurrence ici, les langues d'aujourd'hui parlent d'Europe, mais c'est l'Asie, car l'Europe objectivement, c'est l'Asie, puisque c'est l'extrême occident du continent asiatique. Il faut le savoir, il suffit de considérer sa géographie pour comprendre que l'Europe, c'est l'Asie. Bon. Et naturellement, les anciens Égyptiens le savaient. C'est pour cette raison qu'ils ne distinguent pas l'Europe en particulier, parce que l'Europe fait partie du continent asiatique. C'est important de le savoir, car souvent on fait des acrobaties avec la géographie, mais il suffit de considérer les choses telles qu'elles sont pour comprendre pourquoi les Africains disent Touré aujourd'hui et orientant ce terme vers ce qu'on appelle l'Europe, mais c'est l'Asie. C'est le même continent, donc, et les Égyptiens considéraient bien évidemment cela. Voilà. Alors, nous avons ici quelque chose d'intéressant, c'est que là où ça va donc dire Touré pour dire Europe, le Songhai va dire Siré, c'est le même mot, n'est qu'une mutation phonétique parce que c'est une correspondance au sein des langues soudanaises même. Touré, Europe, Siré, rouge ou Syria, rougeâtre, et c'est de là probablement que vient le mot Syria, car le nom de ce pays qu'on appelle aujourd'hui la Syrie n'a pas d'étymologie chez les peuples qui se disent syriens. Vous comprenez bien qu'il y a là quand même une curiosité, mais en fait la réalité c'est que ce territoire est nommé d'après la manière dont les Africains nommaient précisément l'Asie d'une manière générale. Donc le pays appelé Syrie a simplement récupéré le nom, comme certains autres pays en Afrique, par exemple l'Éthiopie, le Ghana ou le Mali, prennent des noms d'empires beaucoup plus vastes, de territoires beaucoup plus vastes. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, ok? Donc c'est pas la Syrie historique. Quand on parle ici de Syria rougeâtre, c'est parce que les Africains de la période antique associaient cette terre à la couleur rouge. On va voir tout à l'heure pourquoi. Donc le Malinké par exemple va donc poursuivre dans le registre du nœud pour Syrie entrave, Bamanan Syrie attaché entrave, Syrie Kosobe ligoté, Syrilan le lien, ce qui sert à lier, Bamanan Syrina la ceinture Sidili, la ligature Siri attachée liée. Et on remarque que parfois le scribe donc associe au nœud le thème de l'entrave, ce qui montre bien effectivement que nous sommes ici dans le registre défini par le vocabulaire que nous sommes en train de mobiliser. Donc là où ça va dire Touré pour dire Europe, Touré pour dire l'européen aujourd'hui, mais à l'époque c'était naturellement pas les traductions admises puisque on n'avait pas en perspective l'Europe, mais plutôt l'Asie. Donc il faut voir par Europe, il faut entendre Asie, ok? Le Songhai va dire Syria rougeâtre, le Bamanan Syrie attaché entrave. Et vous savez que c'est le thème régulier de ces populations telles qu'elles sont représentées. En Égypte pharaonique, généralement ligotées, c'est pas simplement pour représenter des personnes ou des captifs, c'est aussi pour insister sur le vocabulaire qui est associé aux idéogrammes. Okay? Donc même si
la personne marchait les poings libres en Égypte, lorsqu'on veut définir sa nationalité, on représente une personne ligotée, entravée, parce qu'on sait que les mots de l'entrave se rapportent à sa nation. Voilà, donc c'est pour ça que ce thème est récurrent du point de vue des graphies hiéroglyphiques. Donc, ce que je dis ici est bien important. Parfois, le scribe associe au nœud l'entrave pour préciser sa pensée. Ça permet simplement de confirmer ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure. Et ici, je présente donc la Syrie actuelle, telle qu'elle est définie de point de vue géographique, pour montrer en fait, bon, c'est un pays d'Asie bien entendu, mais c'est tous ces territoires en fait qui sont appelés Touré, en fait, en réalité, dans les langues africaines. Et les Égyptiens le considéraient de cette manière, parce qu'ils savaient pertinemment que c'était l'Asie. Et vous voyez bien le hiatus que peut causer une telle perspective lorsqu'on prétend que ces populations n'étaient pas africaines. Je pense que les choses sont relativement claires. Il faut quand même se dire, parce que si vous mobilisez les mots des graphies dans les autres langues, vous n'arriverez jamais à quelque chose de probant. Vous n'arriverez jamais, c'est-à-dire pour dire l'entrave en arabe ou je ne sais dans quelle autre langue, vous ne parviendrez jamais à quelque chose d'intelligent parce que ce n'est pas une culture, ce n'est pas une pensée arabe ou sémitique ou asiatique qui a formé les idéogrammes égyptiens. Bien entendu, ce sont des Éthiopiens. D'ailleurs, c'est ce que dit Diodore de Sicile, pour le rappeler. Donc le débat n'est plus simplement au niveau de l'apparence, parce que je vois encore aujourd'hui des personnes qui font des difficultés sur le phénotype des anciens Égyptiens, mais ce n'est plus ça. Cheikh Anta Diop et d'autres ont fait le travail. De ce point de vue-là, notre génération a d'autres objectifs. En tous les cas, personnellement, je me fixe d'autres objectifs, car on ne va pas répéter ce qui est censé être su par tous, simplement parce qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. Et il faut savoir que la science se fait aussi... enfin, je considère mon travail comme comment dire, la pointe de la lance, en quelque sorte, le fer de lance de la pensée de Cheikh Anta Diop. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est être continuateur de son œuvre que de continuer précisément ce qu'il a débuté et non de répéter ce qu'il a dit. Voilà, c'est simplement ça. C'est aussi une raison pour laquelle mon travail crée beaucoup j'allais dire de frustration chez certains. Je l'ai observé parce que il y en a beaucoup qui sont dans la répétition et ne veulent pas innover et pensent que l'innovation, puisqu'elle suppose de retourner à l'apprentissage, eh bien ça dérange ceux qui étaient établis comme des maîtres voilà. Mais moi mon travail consiste à éclairer le passé africain. Et naturellement, je suis toujours ouvert à la critique, et d'ailleurs j'en reçois, on ne se gêne pas, j'en reçois, parfois j'y réponds, des fois non, quand je juge que c'est pas pertinent, mais la réalité c'est que le travail que nous faisons, c'est un travail d'avant-garde. C'est un travail d'avant-garde, et l'avenir simplement tranchera sur ces points. Voilà, moi je suis certain de mon fait, je sais que les langues africaines doivent investir le champ des hiéroglyphes égyptiens pour éclairer cette civilisation. La phonétique a eu son importance, mais a ses limites. Elles sont aujourd'hui tracées par le travail que nous faisons. Voilà. Donc il faut savoir évoluer aussi. Et dans tous les cas, j'espère que ceux qui suivent mon travail comprennent ma démarche. Voilà. Donc, maintenant, nous allons rentrer un peu plus avant dans la question de l'étranger. Comment les Égyptiens de la période antique percevaient l'idée, quelle idée ils se faisaient de la notion d'étranger. Et naturellement, ce faisant, nous allons aborder la question de cette couleur rouge qui revient de manière régulière dans le discours qui consiste à déterminer ce qu'on peut qualifier d'étranger. Voilà. Donc, le bâton de jet. Voici la chose sur laquelle je vais porter votre attention aujourd'hui. Ça suffira pour cette communication car c'est relativement important. Si vous comprenez ce que je vais dire maintenant, vous allez comprendre comment les Africains conçoivent la nationalité et ce qui est étranger. La nationalité, c'est-à-dire la communauté, l'intérieur, et ce qui est dehors, l'extérieur. C'est très important. Parce que ça prouve encore une fois que cette civilisation est africaine, dans sa manière de penser. Ça, c'est une évidence. Si vous comprenez ce que je vais dire maintenant, il n'y aura plus de débat par la suite. Car les Africains sont les seuls à procéder de la sorte, du point de vue de leur philosophie. Les seuls. Bon, nous avons ces graphies. Vous voyez les graphies, nous les avons étudiées, nous avons dit qu'elles se lisaient tout bas, à cause des signes qui présentent donc la flèche qui transperce la peau. Et transpercer, c'est dérivé, donc tout bas, percé, etc., etc. On vient de le voir, je n'y reviendrai pas. Mais vous avez un signe ici qui est très important.
et qui ne paraît que dans le thème des étrangers en Égypte pharaonique. C'est-à-dire que lorsqu'un Égyptien se définit ou définit sa communauté, jamais il n'utilise ce signe. C'est lorsqu'il parle des étrangers qu'il introduit ce signe. Et ce signe, c'est le signe qui précède les déterminatifs. C'est cette sorte de bâton un peu recourbé, on va voir tout à l'heure à quoi il correspond. En fait, c'est un bâton de jet, et c'est lui qui permet de définir la notion d'étranger. On va voir à quoi il correspond. Une chose importante aussi, c'est pour dire que ce thème ne s'applique pas qu'aux Asiatiques. Hein, ce bâton qui détermine l'étranger ne s'applique pas qu'aux Asiatiques. Et là, vous allez comprendre que lorsqu'on dit Touba ou Touré et on dit blanc ou européen, c'est un discours facile. Ça ne fait pas partie de la pensée africaine. C'est parce que nous sommes dans un monde où les choses sont relativement superficielles et on ne va pas dans la profondeur des choses. Parce que si vous allez dans la profondeur, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. Puisque on trouve le même thème, donc le bâton de jet, on va voir tout à l'heure à quoi il correspond, on le trouve associé au peuple de Punt, qui sont des habitants d'Afrique, qui étaient des Noirs, entre guillemets. Vous voyez? Donc, il n'est pas question ici de dire que les étrangers ne sont pas des Asiatiques. Donc, on ne parle plus ici d'Asie. Mais vous allez comprendre ma pensée beaucoup plus clairement tout à l'heure. Mais je présente déjà ceci pour bien fixer dans l'esprit de chacun que les Égyptiens ne se focalisaient pas sur l'apparence physique des gens pour déterminer du fait d'être étranger ou pas. Ils se basaient sur quelque chose de précis, et vous allez comprendre. Donc, la même chose est valable pour les Nubiens. Le thème des Nubiens, le voici. Et on trouve encore le bâton de jet pour déterminer donc qu'il est étranger à la nation égyptienne. Hein, ça, c'est clair. Bon. Et je précise que c'est bien de ce bâton de jet dont il s'agit. Et nous allons maintenant voir à quoi il correspond du point de vue des langues africaines. Ok? Et je le reprends encore une fois pour bien rappeler qu'il s'applique aussi aux populations intérieures à l'Afrique, c'est-à-dire des autochtones même d'Afrique, mais qui ne sont pas égyptiens du point de vue des anciens égyptiens, ok, qui viennent d'autres nations, donc le pays de Punt, la Nubie, etc. Donc ils étaient représentés de cette manière avec le bâton de jet qui précédait le déterminatif, c'est-à-dire l'homme assis ou le sémantème de la divinité assis, etc. Comme vous le voyez ici. Bon. Je vais prendre une langue bantoue pour ne pas pour limiter l'effectivité de la démarche, parce que si vous comprenez ça, vous avez compris comment ça fonctionne. Mais je vais prendre une langue typiquement bantoue, c'est-à-dire le Kinyarwanda, qui n'a pas d'influence de l'arabe ou quoi que ce soit, pour bien montrer que c'est une pensée africaine, typiquement africaine. Je dis, le signe en question rend compte du verbe lancer, lancer le bâton de jet. Donc on peut dire lancer le bâton de jet ou le bâton de jet lui-même. Le Kinyarwanda explique pourquoi. En Kinyarwanda, par exemple, on va dire kujugunya pour dire lancer. La racine c'est jugu. Ok? Donc kujugunya pour dire lancer. Le substantif c'est umujugujugu pour dire le boomerang, le bâton de jet. Alors je passe les détails, je lis pas la graphie ici au complet, c'est-à-dire la main, le hibou ou chouette, etc. parce que c'est pas utile. Si vous vous basez sur le déterminatif, vous avez compris l'idée. C'est l'exercice de lecture, moi je le fais dans les livres parce que j'ai beaucoup plus de temps pour ça et j'explique le pourquoi des choses et tout. Mais ici, on peut se focaliser sur le déterminatif, c'est d'ailleurs ce que le copte fait à maintes occasions. Donc si le copte le fait, je vois pas pourquoi moi je ne le ferai pas, mais moi je fais l'exercice au complet parce que moi mon travail c'est un travail d'académicien, c'est-à-dire que je veux expliquer le pourquoi des choses, je ne me limite pas simplement aux sonorités, et lorsqu'il y a une graphie, j'explique la relation entre les différents signes au sein de la graphie. Mais beaucoup de langues africaines ciblent simplement un seul objet à l'intérieur de la graphie et vocalisent pour arriver à cette réalité. Moi je fais l'exercice au complet parce que je veux prouver la pertinence de ma démarche. Mais ce n'est pas une obligation parce que le copte, si vous lisez le dernier ouvrage, je le montre à maintes occasions. Le copte, parfois, utilise simplement un signe et sort le mot et vocalise de cette manière. Les langues africaines utilisent d'autres signes au sein d'une même graphie et vocalisent et puis sortent le terme. Mais moi, je fais l'exercice parce que c'est un travail d'académicien, parce que je veux que les gens comprennent bien quelle est la pensée qui soutient les saintes écritures, c'est-à-dire les hiéroglyphes, en fait. Voilà. Donc, le Kinyarwanda va dire donc kujugunya pour dire lancer, et de ce verbe, on tire un substantif qui est umujugujugu. Le thème est récurrent au sein des langues bantoues, hein, mais je prends le Kinyarwanda pour bien montrer qu'il n'y a pas d'influence extérieure, parce que souvent on a tendance à croire que lorsqu'on rencontre un terme, on va tout de suite introduire l'arabe parce que musulman, ou les langues européennes parce que christianisé, parce que non. Ça, c'est un mot typiquement bantou. Okay, donc il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Bon. Dans le substantif, va dire umujugujugu,
boomerang, bâton de jet. C'est une reduplication de la racine jugu, qui veut dire lancer. Bon. Kinyarwanda va dire jugu jugu, bâton de jet. Et on se rend compte que les langues voisines du Kinyarwanda, la plupart des langues bantoues d'ailleurs, utilisent ce terme pour définir ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme blanc. Okay? En Shiga, par exemple, on va dire jugu. Pour dire l'homme blanc, en Gaza, on va dire zungu, qui est la mutation de jugu. On va dire pour traduire en blanc. Et je mets le point d'interrogation parce que vous allez voir que cette traduction est erronée. Car ça ne veut pas dire en blanc, quoique on l'utilise couramment dans ce sens aujourd'hui, parce que les choses sont ce qu'elles sont, mais la réalité est tout autre. Et on va comprendre pourquoi. Puisque j'ai d'ailleurs montré tout à l'heure que le bâton de jet intervient au sein des peuples qui sont effectivement africains. Donc ça ne peut pas être l'homme blanc, vous allez comprendre. Dans le Kinyarwanda, on va dire jugu jugu, bâton de jet, qui est une reduplication en fait de jugu, qui signifie entre guillemets homme blanc. Pour l'instant, prenons-le comme ça. Le Hangaza va dire zungu. C'est la même chose, c'est le même mot en fait. Si vous êtes attentif, le N est euphonique, c'est-à-dire qu'on le rajoute, voilà, pour des raisons phonétiques, mais c'est le même terme. La racine, le mot c'est jugu. Ensuite, on peut rajouter un N, voilà. Mais c'est des mutations que connaissent les langues bantoues, les langues africaines d'une manière générale, et soyez assurés que c'est le même terme. D'ailleurs, je présente ici une liste qui n'est pas exhaustive, simplement pour indiquer que c'est le même mot. Vous voyez les mutations qui apparaissent. Le A va dire umuzungu, pour dire, on traduit par blanc, donc l'homme blanc. Le Jita va dire umujungu, etc. Le Makaminsungu, etc., etc. Donc c'est les mots bantous. C'est les mots que les langues bantoues utilisent, en fait, pour déterminer celui qu'on appelle aujourd'hui l'homme blanc. Et ben, comme je dis, c'est une définition erronée. On va comprendre pourquoi. Et ce vocabulaire est soutenu par ce bâton de jet, qui intervient dans le thème de l'étranger. Il faut bien le comprendre, qui intervient dans le thème de l'étranger, dans le lexique pharaonique. Bon. Je dis ceci, que l'on traduise le Hangaza Zungu par blanc est commode pour l'époque et le discours qu'elle contient, mais n'offre aucune affinité avec le sens réel de ce mot. Pourquoi? Le locuteur bantou sait que le Hangaza Zungu est une métathèse, donc inversion de phonème du Chiluba Kunzu, qui veut dire très rouge, puisque le G peut devenir un K et vice-versa au sein des langues bantoues. Donc quand je dis Zungu et Kunzu, c'est exactement le même mot, dans le même univers linguistique, dans les langues bantoues même. Et le locuteur bantou qui connaît les langues le sait. Donc, quand il dit Zungu, pour dire, qu'on traduit ordinairement aujourd'hui par homme blanc, en fait, mais c'est une définition erronée, comme je suis en train de le dire, et Kunzu, pour dire le rouge, très rouge, en fait, c'est le même terme. Il ne fait qu'inverser les phonèmes, c'est ce qu'on appelle une métathèse. Bon, le Chiluba dit ainsi Kunze, rouge, Kunza, être ou devenir rouge, devenir grave, se corser, se fâcher, être privé du nécessaire, être dans la misère. Kunzubila, être ou devenir rougeâtre. Bukunza, fait d'être rouge, la couleur rouge. On reconnaît par ailleurs que le Chiluba Kunze, rouge, est l'homonyme du Loguru Kunze, dehors, extérieur, sens affecté au bâton de jet. Bon, si vous avez compris ce que je suis en train de dire, je vais quand même m'efforcer ici de le résumer brièvement, quoique je vais y revenir par la suite. Zungu, c'est la métathèse de Kunzu, ça signifie très rouge. Et vous savez, je l'ai dit, que Ture, Tuba, etc., tous les mots que nous avons vus précédemment ont aussi ce sens, de rouge. Définition de la personne rouge. Parce que par exemple, quand on dit Boro Tirei en Songhai, je crois, si ma mémoire est bonne, car je viens de le dire ici, pour dire homme rouge, et qu'on traduit en fait dans le langage courant par européen, mais en fait, en cible, on parle toujours ici de la couleur rouge, et vous allez comprendre pourquoi. Et le Chiluba en fait rend compte de cette réalité en ajoutant une autre idée, en faisant une autre relation ici avec le Luguru Kunze, qui veut dire dehors, extérieur. Donc ce bâton de jet a deux affectations. Non seulement il définit la qualité de rouge, on va voir à quoi ça correspond, mais il définit aussi la qualité d'extérieur, de ce qui est en dehors, de l'extérieur du dehors. Bon. Cette relation forme un accord avec la philosophie retenue par le Songhai, Tirei ou Sirei, qui signifie rouge, être rouge, variante de Tarei, dehors, extérieur, dans la même langue. Donc vous vous rendez compte que même chez les Songhai, ils font exactement la même relation du point de vue de leur langue même, puisqu'ils savent très bien que Sirei, rouge, être rouge dans leur langue, pour dire Boro Sirei, Boro Tirei, l'homme rouge, c'est-à-dire l'européen, c'est la même
c'est le même terme qu'ils utilisent, en fait, une variante phonétique de tarei, dans la même langue, pour dire dehors, l'extérieur. Bon. Le qualificatif de rouge n'est pas un ethnique, contrairement au sens que l'on souhaite donner au mot zungu, à savoir blanc, puisque ce bâton de jet s'applique aussi aux peuples éthiopiens voisins de l'Égypte. Comprenez? Donc, ce n'est pas un ethnique. Quand on dit rouge, ça ne définit pas le phénotype, c'est-à-dire la couleur de peau des gens. Parce que les Égyptiens n'étaient pas ne fonctionnaient pas sur ce type de correspondance, de relation. Ils ne fondaient pas leur philosophie sur les apparences. Car je rappelle que la question du racialisme est relativement récente au regard de l'histoire, puisqu'elle a été introduite par le siècle dit des Lumières. Vous voyez? Donc, qui a voulu catégoriser les humains comme ça. Mais ça, c'est bon, c'est relativement faible du point de vue philosophique. Je ne veux pas insister sur ces points parce que je sais que la plupart des gens ont quand même une idée relativement juste sur ces questions aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, ben, tant pis. Mais je vous dis que du point de vue philosophique, c'est très très pauvre de considérer les gens d'après leur apparence. C'est quand même relativement... voilà. Ça pose beaucoup de problèmes par la suite et on est en plein dedans aujourd'hui. Donc, cette relation forme un accord avec la philosophie retenue par le Songhai Tirei ou Sirei, qui signifie rouge, être rouge, variante de Tarei qui signifie dehors, extérieur dans la même langue. Le qualificatif de rouge n'est pas un ethnique contrairement à ce que l'on souhaite donner au mot zungu, qui est en fait kunzu, c'est-à-dire être rouge, à savoir blanc, puisque ce bâton de jet s'applique aussi aux peuples éthiopiens voisins de l'Égypte, notamment les Nubiens. Et les Nubiens ne sont pas des blancs, jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez? Donc ça ne peut pas être cette traduction. Donc lorsque les Bantous disent Umuzungu et on croit que ça veut dire blanc, c'est une erreur. C'est erroné, c'est faux. Donc il faut avoir tendance à corriger ce type d'erreurs qui naissent en fait de ce qu'on peut considérer comme l'éducation récente, puisque le monde fonctionne sur ce type de discours aujourd'hui, les blancs, les noirs, les jaunes, et voilà. Et on reprend cela dans nos propres langues avec les traductions qui s'y réfèrent, mais c'est faux. Il faut quand même garder le sens de la lettre, c'est-à-dire essayer de se baser sur ce que voulaient dire les ancêtres qui ont justement fabriqué ces langues. Et ce n'est pas des choses aussi basiques, non. Voilà. Sauf à soutenir que les habitants de Punt ou les Nubiens étaient des blancs, on voit bien que le sens offert au Angaza Zungu, commandé par le bâton de jet, n'a pas cette valeur sémantique. Le bâton de jet a principalement deux fonctions. Je le dis ici, il faut bien le comprendre. Le bâton de jet a principalement deux fonctions. Un, traduire la notion de dehors, d'extérieur, donc ce qui est extérieur. Et deux, conférer le sens de rouge aux individus qu'il détermine. Okay? Donc, première fonction, ce qui est dehors, extérieur, étranger, si vous voulez. Et la deuxième fonction, ceux qui sont donc étrangers sont rouges automatiquement. Conférer le sens de rouge aux individus qu'il détermine. Donc le Luguru Kunze, dehors, extérieur, est homonyme du Chuluba Kunze, rouge. Vous voyez? Donc les langues africaines font une relation immédiate entre la couleur rouge, on va comprendre pourquoi, je le dis encore une fois, et l'extérieur, le dehors. Et c'est pour cette raison qu'ils présentent donc ce bâton de jet comme avant le déterminatif. C'est-à-dire, c'est pour dire que ces gens que vous voyez là sont extérieurs à notre nation. Ces gens que vous voyez là sont des personnes rouges par rapport à nous. Bon. Et ici, je présente donc une série pour donc qualifier l'idée d'extérieur, de dehors. Et on voit bien que c'est le même mot. Ça signifie rouge au sein des langues africaines. Parce que quand je dis en matengo kunza, kunza c'est rouge en chiluba. C'est le même mot. Mais pour dire l'extérieur, le dehors. Et vous voyez ici donc les mutations, etc. etc. Et bon, je ne vais pas lire tout cela. Vous pouvez le lire par la suite si vous le désirez. Mais l'idée c'est ça. C'est qu'il y a une coïncidence entre ce bâton de jet que je viens de présenter, donc qui détermine, un, la qualité d'être rouge, et deux, l'extérieur. C'est sa fonction principale. C'est pour cette raison qu'il n'apparaît que dans les noms des étrangers. Jamais l'Égyptien ancien ne va utiliser ce terme pour déterminer l'habitant d'une ville égyptienne. Jamais. Donc ça montre bien qu'ils avaient bien conscience qu'en fait ceux qui sont à l'extérieur, ben, ils sont rouges et ils sont de l'extérieur. Donc pour définir cette notion d'extérieur, ils utilisent ce bâton de jet donc qui fixe le thème en question. Voilà. Le Songhai Borotirei, qu'on traduit aujourd'hui par européen, a le sens d'homme rouge en réalité. Montel affirme que le Wolof Pulo,
qui désigne le peul, provient du mandingue oulé, oulé, wole, qui signifie rouge. Donc, c'est-à-dire les langues africaines même fonctionnent sur le même modèle. Il arrive que les Soninké distinguent l'un des leurs en l'appelant Soninké Doumbé, c'est-à-dire le Soninké rouge. Le Bamanan du Mali appelle Sara Kolé, c'est-à-dire homme rouge, Sara homme, Kolé rouge, son compatriote Soninké. C'est-à-dire, c'est une manière que les Africains ont pour déterminer les personnes qui sont extérieures à la communauté. Le Peul disent eux-mêmes pour la côte Bodiedo, c'est-à-dire le Peul est rouge. Les Fang appellent les Bassa, ça c'est au Cameroun, les Fang appellent les Bassa Mvele, un dérivé de Evele qui signifie rouge, Vele qui signifie rendre rouge. Et aujourd'hui, je le rappelle d'ailleurs, les Fang ne savent même plus pourquoi est-ce qu'ils appellent les Bassa Mvele, et les Bassa encore moins, ils ne savent pas pourquoi ils sont appelés Mvele, ils ne le savent pas. Mais la réalité, c'est que c'est en fonction de la pensée philosophique des anciens Africains, c'est-à-dire qu'on définit ce qui est extérieur à la communauté comme étant rouge, ce d'autant plus que les Fang et les Bassa ont une histoire conflictuelle relativement récente, puisque les établissements sont récents. Il y a eu la guerre entre ces peuples, donc il y a eu comme ça des mots voilà, qui sont nés de ces affrontements, parce que les Bassa ont aussi des mots pour nommer les Fang. Je ne le dirai pas ici, parce qu'ils ne sont pas très glorieux, mais l'idée c'est ça, c'est que les Fang appellent les Bassa Mvele, un dérivé de Evele, en Fang même, qui signifie rouge, et Vele qui signifie rendre rouge. Donc mais les Bassa ne sont pas rouges. Vous comprenez bien, ils ne sont pas, je veux dire, il suffit je ne vais pas vous en insister. Donc, ce n'est pas un ethnique, c'est pour déterminer la personne qui est étrangère. D'abord, bon, le qualificatif de rouge est fondé non sur la couleur de peau, mais sur des considérations d'ordre social. En swahili, Nzungu, traduit aujourd'hui par européen, a aussi le sens de non-initié, personne qui n'est pas initiée, issu de Msungo, à traduire par garçon ou fille non initié dans les problèmes sexuels, grossier, mal appris, personne qui a peu ou mal compris les enseignements de l'initiation. Donc voilà ce que veut dire en swahili Nzungu, qu'on traduit aujourd'hui par européen. Or, on voit bien que ce n'est pas un ethnique, donc ça ne peut pas définir ce qu'on appelle aujourd'hui les Européens, parce que le bâton de jet, puisque c'est lui qui détermine ce terme, s'applique également au peuple de Punt, et ça montre aussi, en fait, que les peuples se définissaient par rapport à l'initiation, c'est-à-dire que je sais bien que les habitants du Punt étaient initiés, ils avaient leurs initiations propres. Je sais bien que les Nubiens étaient initiés, ils avaient leurs initiations propres, et les Égyptiens aussi. Mais ça n'empêche que les Égyptiens disent quand même de ces Nubiens qu'ils sont non initiés, qu'ils sont des malappris, voilà, vous comprenez? Donc ce n'est pas... Ça procède aussi du sentiment national, de la fierté qu'un peuple peut développer, une forme de patriotisme, voilà, de chauvinisme en quelque sorte. Mais c'est d'abord un discours. Voilà. Et d'autant plus qu'en Afrique, il ne faut pas oublier qu'il y a la parenté par alliance, donc qu'on appelle parenté par plaisanterie ou quelque chose comme ça. Ça, c'est des termes qui viennent de l'ethnographie. Mais le Sénankouya, par exemple, au Mali, ou Lubutani, du côté des Swahili, c'est la parenté par alliance. Et il arrive régulièrement que des peuples alliés s'invectivent avec des noms d'oiseaux, hein, c'est clair. Mais on sait très bien que c'est du domaine de la plaisanterie. Hein, ça ne choque pas celui qui est dans la tradition. Celui qui n'est pas habitué peut se voir attribuer des noms d'oiseaux et s'en étonner. Mais la réalité, c'est que les Africains fonctionnent, c'est le modèle africain. De socialisation en quelque sorte, ou d'alliance en quelque sorte. Donc c'est beaucoup plus complexe, c'est pas aussi superficiel que ça. Donc, le qualificatif de rouge est fondé non sur la couleur de peau, mais sur des considérations d'ordre social. En swahili, Mzungu, traduit par européen, a aussi le sens de non-initié, issu de Msungo, à traduire par garçon ou fille non initié dans les problèmes sexuels, grossier, mal appris, personne qui a peu ou mal compris les enseignements de l'initiation. Voilà. Et je fais donc un rappel ici. Kinyarwanda, le verbe c'est kujugunya, qui veut dire lancer notamment le bâton de jet, et le substantif c'est umujugujugu, qui signifie boomerang, bâton de jet. Je prends donc le Kinyarwanda encore une fois, jugu, bâton de jet, shiga, on va vous dire chugu, pour dire en blanc, malheureusement, on sait maintenant que c'est pas le sens c'est rouge, ok. Angaza, zungu, en blanc, ce n'est pas cela, mais le sens c'est rouge. Alors pour vérifier si ce que dit Dibombarimbox, c'est-à-dire votre serviteur, est vrai ou pas, voici donc ce que nous trouvons du côté des langues soudanaises. Et ça prouve bien la pertinence de la démarche et l'effectivité des langues africaines pour éclairer
hein, ces aspects. Parce que les langues africaines du domaine bantou vont donc définir le vocabulaire que je viens de rappeler pour dire donc zungu, etc., qu'on traduit malheureusement par homme blanc, mais en fait qui signifie rouge. Mais les langues du domaine soudanais vont définir maintenant le statut, hein, comment dire, le- elles vont présenter en quelque sorte le, l'adversité en fait qui opposait les anciens Égyptiens aux peuples asiatiques et aux peuples étrangers d'une manière générale, puisque on trouve aussi des Africains, des peuples africains en situation d'être entravés, ligotés en Égypte. Vous comprenez? Parce que l'Égypte a fait la guerre avec d'autres Africains aussi, bien sûr, et avec des Asiatiques aussi. Donc, par exemple, en Bamanan, on va dire Jougou, c'est le même terme. Jougou. C'est le même terme qu'emploient les langues bantoues, mais le Bambara ne sait pas ça. Pourquoi? Parce que les Africains ne s'étudient pas eux-mêmes. Donc, ils pensent qu'ils vivent dans des univers cloisonnés, mais le fait de s'étudier au regard des légites pharaoniques permet d'éclairer des zones d'ombre, permet de comprendre pourquoi on emploie tel ou tel mot, car ça montre bien un passé commun et un socle de pensée commun, ça c'est clair. Donc, le Bamanan va dire Djougou pour dire ennemi, mauvais, Djougouman, méchant, maléfique, grave, Djougou Sago, fainéant, Djougouson, pas réservé aux ennemis, Djougouya, la méchanceté, la haine, la gravité, Djougouya, être méchant, être mauvais. Djougouya, rendre mauvais, aggraver, faire du mal. C'est Djougouya. Laideur, être laid, devenir laid. Mana, ma, djougou. Laid, vilain. Ok? Et je rappelle, Chiluba, kunze, rouge. Doe, kunze, dehors, extérieur. Kisi, kunja, dehors, extérieur. Mais le kisi, kunja, c'est la métathèse du maninka. Jaku, c'est-à-dire que le N est euphonique. Donc quand on dit kunja et jaku, c'est exactement le même mot. Et c'est le mot que le maninka va utiliser donc, pour déterminer le statut d'ennemi. Okay? Donc ce qui est à l'extérieur, ce qui est rouge, ce qui est ennemi. Parce que, naturellement, les Égyptiens ont fait la guerre avec un certain nombre de peuples et ils définissaient de cette manière, c'est que c'est clair, aussi les adversaires, les ennemis. Il y en a eu plusieurs au courant de l'histoire, ça je ne vous apprends rien. Donc, le maninka va dire Jaku, pour dire ennemi, méchant. Jaku, être mauvais. Je rappelle que c'est une métathèse de Kunja, des langues bantou, Kunja, ok? Maninka, Jaku, être peu généreux, être, devenir, Jakuya, être, devenir méchant, Jakuya, peu généreux, et le Dialonke, parlé en Guinée, va dire Jaku, ennemi. Okay? C'est des formes courantes au sein des langues soudanaises, ok? Je prends juste ici quelques exemples, mais naturellement, la plupart des langues soudanaises utilisent les mêmes formes. Et on voit bien le lien avec les langues bantoues. Okay? On voit bien le lien avec les langues bantoues. On voit bien que la couleur rouge est permanente. Et la raison de ceci, c'est ça. C'est le dieu qu'on appelle le dieu Seth. Parce que vous ne pouvez pas comprendre le statut de l'étranger en Égypte si vous n'avez pas en arrière-fond la figure du dieu Seth, qui est le dieu rouge par excellence, puisqu'il est qualifié de rouge à toutes les... Voilà. Et on raconte, il y a plusieurs vignettes égyptiennes qui rapportent le fait que les personnes rousses étaient très peu, n'étaient pas du tout appréciées en Égypte. Je veux dire, Diodore de Sicile, Hérodote, il y en a un certain nombre il y a un certain nombre d'auteurs qui parlent de cela. Les Égyptiens avaient, voilà, des idées relativement claires, sur ce type de, parce qu'ils associaient la rousseur, le fait d'être rouge au dieu Seth. Voilà, donc ils offraient à ces populations un traitement particulier. Et ça montre encore une fois qu'il ne peut pas s'agir d'un peuple eurasiatique, parce que ça n'a pas de sens du point de vue philosophique de considérer que les personnes rousses sont étrangères et doivent être traitées d'une manière relativement avec dureté, parce que c'était le cas, en Égypte c'était le cas. Okay, donc ça montre bien qu'ils se concevaient, ils se percevaient d'une autre manière, et effectivement les langues africaines en rendent parfaitement compte. Okay? Donc, voici donc le responsable. Le responsable, c'est le dieu Seth qu'on représente ici avec une tête d'âne, parfois, et aussi parfois associé au renard. On va voir tout à l'heure brièvement pourquoi, parce que c'est pas le sujet, mais je vais quand même aborder rapidement cet aspect. Donc le Seth Onocéphale, c'est le dieu Seth avec une... Bon, il était considéré comme l'ennemi, l'adversaire, ce qui est laid. Bref, tout ce qui était négatif, ben, c'était du domaine de Seth. Le chaos, le désert, parce que les peuples asiatiques, naturellement, c'était des nomades, etc. Donc tout ce qui était du domaine de l'étranger était généralement associé au dieu Seth. Bon, et ici je montre le nom de l'âne. Il y a plusieurs manières d'écrire le nom de l'âne. Je montre cet aspect parce que c'est l'un des plus importants. Et pour dire quoi? Pour dire que généralement, et c'est une erreur que font beaucoup de linguistes même, qui sont parfois très
très à même d'expliquer un certain nombre de choses du point de vue des langues. Parce que, par exemple, je prends, pour dire les choses clairement, dans la langue bassa, c'est-à-dire ma langue paternelle, il n'existe pas d'autre nom, à part jackass, pour nommer l'âne. Il n'existe pas d'autre mot pour nommer l'âne. Et la plupart des Bassa pensent que ça vient de l'anglais jackass. Ils pensent que ça vient de l'anglais jackass. Mais c'est une croyance, et je le dis toujours. Pourquoi? Parce que quand vous considérez une graphie comme celle-ci, le Bassa, pour dire testicule d'homme, au scrotum, le Bassa dit jack. Jack. Et il va dire jackass pour dire l'âne. Ça, c'est déjà un premier élément qui montre que peut-être qu'il faut considérer l'histoire autrement, c'est-à-dire voir la réalité de ce que nous faisons, de ce que nous disons autrement. Parce que les Bassa connaissent l'âne. Ils n'ont pas attendu les Anglais pour nommer cet animal. Ça, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Et je le dis avec d'autant plus de force que je le sais, que c'est une absurdité. Donc, il faut parfois, avant d'aboutir à des conclusions, dire ah non, parce qu'on dit ça, non, ça vient de... Parce qu'on voit ça, on croit que tout est né de la colonisation. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La preuve, c'est que les hiéroglyphes égyptiens montrent que ce n'est pas le cas. D'où l'intérêt de l'Égypte antique, entre autres, pour régler ce type de questions. Parce que souvent, l'anglais a pris le mot jackass des langues africaines. Parce qu'il n'y a pas que le Bassa qui utilise d'ailleurs cette forme. Le tout qui dit yakasa pour dire l'âne. La Tembwewi, njackas pour dire l'âne. Le Bakoko, njackas pour dire... Et là où ça va dire jacki ou jakuna. Jakuna, c'est jaku, c'est-à-dire l'ennemi, ce qui est laid, méchant, mauvais, bref. Tout ce qui se rapporte au domaine du dieu Seth que je viens de rappeler tout à l'heure. Donc ça ne peut pas être un mot qui vient de l'anglais. D'autant plus que Laos n'a que ça. Et vous croyez que les Aoussa ont attendu les Anglais pour pouvoir nommer l'âne? Ça pose quand même un problème fondamental. Donc moi, j'ai toujours tendance à être passionné quand j'observe ce type de facilité parce que les gens ne font pas d'efforts. On croit que bon, c'est ça et puis voilà, on se contente de ça, mais c'est médiocre. Il faut avoir une démarche scientifique, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas scientifiques, tout au moins ne pas arriver à des conclusions et penser devoir s'y tenir parce qu'on en croit. La croyance, ce n'est pas de la science. Il faut questionner les choses par le fond. Et je vous dis, le bassa, pour dire le testicule d'homme, parce que pour les animaux, c'est un autre terme, c'est les bindes. Mais pour l'homme, c'est Jack. Et c'est ce qui est représenté ici pour nommer l'âne. Jackass en Bassa. Et le Bassa n'a pas d'autre mot pour nommer l'âne. Comprenez? Bon. Le Gwede va dire Zungu. C'est là où je veux aussi en venir. Parce que les mots de l'âne, finalement, c'est les mots de ce qui est extérieur, l'étranger, ce qui est rouge, etc. Comme je viens de le rappeler tout à l'heure. Le Songhai va dire Zungu, pour dire le renard, et c'est l'animal le plus souvent associé au dieu Seth. Mais il faut savoir que dans le domaine soudanais, Zungu, c'est une variante de Yuru ou Yurugu, pour dire le renard. Donc le renard parle des Dogons. C'est le même mot, en fait, qui mute comme ça, mais c'est le même mot du point de vue des langues soudanaises même. Donc il y a une relation immédiate avec la personne de Seth. Bon, je parle des Dogons, je ne sais pas si vous allez comprendre les relations. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, faites une parenthèse et elle se trouve maintenant fermée. Bon. Les 9 arcs. Les 9 arcs. C'est le nom que les Égyptiens utilisent en fait, en tout cas l'égyptologie définit ce nom comme étant celui que les Égyptiens utilisaient pour nommer les ennemis de l'Égypte, les pays étrangers d'une manière générale. Bon. Et la graphie que décrit le scribe égyptien, elle est celle-ci. Donc il représente 9 arcs pour dire les pays ennemis, nos ennemis, les étrangers. C'est comme ça que les Égyptiens définissaient les étrangers, les 9 arcs. Donc on dessine 9 arcs et je vais vous montrer ce que cela signifie. Vous ne pouvez pas comprendre ça si vous n'utilisez pas les langues africaines. J'aimerais bien savoir ceux qui font la promotion du phonétisme, qui m'expliquent ce que c'est que les 9 arcs. S'ils ne font pas l'exercice que je fais, jamais ils ne comprendront la pensée égyptienne. Ils vont se limiter à ce qu'a fait Champollion, ce qui est très bon, mais au-delà, on ne peut pas aller au-delà. Alors l'Afrique a quand même vocation à aller au-delà puisque l'Afrique revendique ce patrimoine. Donc on a besoin d'avoir les mots pour pouvoir évoluer dans les concepts. Parce que ça permet de comprendre la géopolitique égyptienne. Ça permet de comprendre les concepts. Parce que ici je survole, parce que je ne veux pas trop m'établir, mais ceux qui sont intelligents vont comprendre les enjeux. Ils vont comprendre les enjeux. Voilà. Donc, on représentait 9 arcs pour définir les étrangers, c'est-à-dire les pays ennemis, d'une manière générale. Et souvent, on les représentait donc sous les sandales du pharaon. Ici, c'est le pharaon Ramsès II. On dessine 9 arcs pour dire qu'il piétine les ennemis.
ok, parce qu'il y avait tout un discours pharaonique sur la toute-puissance de l'Égypte, bien sûr. Et c'est quelque chose de récurrent. Ramsès n'est pas le seul qui se représente de cette manière. Il y a plusieurs pharaons qui se représentent en train de piétiner les ennemis. C'est quelque chose de récurrent. Ça fait partie du discours royal. Voilà. Donc, et il y a cet ouvrage quand même que je voulais signaler, qui est l'ouvrage de Dominique Valbel. C'est une égyptologue qui est, je pense qu'elle est maintenant directrice de la chaire d'égyptologie à la Sorbonne. Euh, Pourquoi je présente cet ouvrage? C'est pour vous donner un élément de comparaison, parce que quand les égyptologues travaillent, moi je me référence à je me fie à ceux qui travaillent, parce que souvent dans nos communautés il y a des gens qui répètent ce que eux ils disent dans leur les académies européennes disent dans leurs livres, et ils m'opposent ça comme argument pour dire que on attend que toi aussi tu fasses. Vous comprenez? Ça c'est un discours un discours que c'est un discours que je vois souvent. Bon, je réagis pas parce que je trouve que c'est pas encore assez voilà, assez étoffé, j'ai pas le temps pour ça, mais la réalité c'est que je présente cet ouvrage pour ceux qui le souhaitent, hein, qu'ils puissent le lire pour voir la comparaison entre ce que je dis et ce qu'elle dit dans son ouvrage. Parce que ça, c'est quand même une égyptologue bien assise, hein, connaît les hiéroglyphes du point de vue de l'école occidentale. Donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut argumenter à partir de ce moment-là. Parce que moi, mon école, c'est une autre école. C'est-à-dire que moi, je fais de la lecture analytique. Je fais pas de la lecture phonétique. C'est pas tout à fait la même chose. Et mon objectif n'est pas de faire du phonétisme. Mon objectif, c'est d'éclairer à partir des langues africaines. Donc, je fais une lecture analytique. C'est pour cette raison que j'insiste sur les graphies. La lecture après, elle est relativement simple. Quand on me dit, par exemple, qu'on attend que je traduise un texte égyptien, je dis, je ne veux pas faire un travail qui a déjà été fait. Je ne veux pas faire un travail qui a déjà été fait. Par exemple, si je prends le livre des morts, je veux dire, il existe des traductions du livre des morts. Ceux qui s'en contentent, mais qui ne me demandent pas de faire ce travail parce que c'est pas mon objectif. Mon travail n'a pas vocation à refaire ce qui a déjà été fait. Mon travail, c'est d'aller chercher les concepts et les mots africains pour dire, par exemple, qu'est-ce que c'est que les 9 arcs. Parce que quand on dit que les 9 arcs, c'est Pécédette, et on croit qu'on a compris quelque chose, et on prétend que voilà, avec ça on est égyptologue, je dis que non, il y a un problème quelque part, parce que l'Afrique ne peut pas se contenter de ça. Si je dis à ma grand-mère Pécédette, elle risque de m'envoyer une gifle, parce qu'elle va se dire, qu'est-ce qu'il vient de me dire? Est-ce que c'est une insulte ou c'est quoi? Vous comprenez? Donc il y a un problème à ce niveau-là. Moi, mon objectif, c'est d'éclairer les Africains sur leur antiquité, et ça ne peut se faire qu'à partir des concepts. C'est pour cette raison que moi je privilégie l'analyse, la lecture analytique. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je ne fais pas de lecture phonétique, donc ne me demandez pas de traduire un texte parce que ça a déjà été fait. Obenga le fait très bien, et avec d'autres, ils le font très bien, et c'est très bien. Mais c'est pas mon travail. Moi, mon travail vient en complément de ce que on fait Théophile Obenga et d'autres. Mais je ne veux pas refaire la même démarche parce que il suffit de s'inscrire à un institut d'égyptologie pour pouvoir lire avec la lecture phonétique. Donc, si certains s'en contentent, mais qui continuent dans cela, et puis moi je fais autre chose, mais qui ne se sentent pas mes juges, parce qu'ils ne peuvent pas juger mon travail, puisqu'on n'a pas le même paradigme. Enfin, c'était une parenthèse, parce que parfois, vous savez, quand il fait chaud, on s'échauffe. Donc cet ouvrage existe pour ceux qui veulent avoir un peu des idées claires sur ce que pense l'égyptologie à propos des 9 arcs, comment est-ce que cela se présente, etc. Donc, et naturellement, ici, je présente une fresque égyptienne qui existe, qui représente un Asiatique qui a les mains nouées avec sa nation, le nom de sa nation, etc. Bon, c'est des choses qui existent. Vous pouvez retrouver ça relativement aisément. Mais il n'y avait pas que les Asiatiques qui étaient dans ces postures. Il y a des peuples africains aussi qui étaient représentés, noués, parce qu'il y avait les Égyptiens avaient des ennemis à l'intérieur de l'Afrique, bien sûr, parce que les ambitions sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc, et je vais citer ici un passage d'Amadou Hampâté-Bâ qui s'inscrit un peu à la suite de ce que je viens de dire de manière un peu échauffée. C'est une citation en fait qu'une sœur a postée sur Facebook aujourd'hui. Elle s'appelle Marie, elle se reconnaîtra. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'était une citation que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais tiens, je vais la reprendre pour que vous compreniez un peu en fait le bien fondé de ma démarche. Pourquoi est-ce que j'insiste avec les langues africaines? Et pourquoi je sais que j'ai raison et que l'histoire tranchera sur ces points? Parce que bon, pour ceux qui travaillent en tous les cas, parce qu'il y en a beaucoup qui répètent mais ne font rien. Vous comprenez? Donc, au moins, j'aurais eu le défaut d'essayer quelque chose. Donc, pourquoi écrire les langues africaines? Parce qu'elles seules, dit Hampâté-Bâ, parce qu'elles seules peuvent permettre, en tant qu'instrument de médiation, de pénétrer l'âme réelle de l'Afrique.
Quelle que soit la beauté d'une traduction, il manquera toujours ce quelque chose qui fait la spécificité de la langue originelle. La couleur, la configuration et le contenu de son esprit, sa conception des choses et sa manière de les rendre. Voilà pourquoi il est important d'introduire les langues africaines dans le corpus égyptien. On ne peut pas comprendre l'Égypte antique si on reste dans le phonétisme. Ce n'est pas possible. On produit un discours qui n'a de sens que pour les spécialistes. Mais il faut vulgariser. Hein? Il faut vulgariser ce corpus car c'est un patrimoine immensément riche, hein, qui appartient à toute l'Afrique. Donc il faut que chaque Africain puisse, là où il se trouve, se sentir concerné. Lorsqu'on parle d'un concept, il faut qu'il sache qu'il a des référents dans sa propre langue et qu'il puisse l'interpréter. Car c'est comme ça que naissent les concepts et c'est comme ça qu'on façonne les nations. Vous comprenez? Parce qu'elles seules peuvent permettre, en tant qu'instrument de médiation, de pénétrer l'âme réelle de l'Afrique. Quelle que soit la beauté d'une traduction, il manquera toujours ce quelque chose qui fait la spécificité de la langue originelle, la couleur, la configuration et le contenu de son esprit, sa conception des choses et sa manière de les rendre. Voilà. Donc il faut il faut valoriser les langues africaines, car c'est ce que nous avons en partage et elles témoignent de notre philosophie, de notre manière de voir le monde. Et elle est unique. Hein, déjà au regard de ce que je viens de présenter de manière tout à fait brève, les Africains ont une manière de voir le monde et celle-là doit paraître dans nos institutions, dans notre manière de concevoir les choses. Voilà. Donc l'expression consacrée par l'égyptologie pour désigner les ennemis de l'Égypte, à savoir les 9 arcs, trouve sa source dans la manière dont les peuples éthiopiens, c'est-à-dire les peuples africains, désignent des pays étrangers. L'expression consacrée par l'égyptologie pour désigner les ennemis de l'Égypte, à savoir les 9 arcs, trouve sa source dans la manière dont les peuples éthiopiens désignent des pays étrangers. Nous savons que l'arc se nomme Kundu en Yaouvé, Kunje en Yao, Kunja en Bondé, Kunza en Zaramu, Kunga en Swahili, Kunga en Zanaki, Kunda en Lusoga, pour ne citer que ces exemples, forment associés à la notion d'extérieur, Kunze en Loguru, autant qu'à la couleur rouge, Kundu en Kigweno, Kunze en Chiluba. Donc, quand je dis Kunja, arc en Kibonde, c'est aussi le thème de l'extérieur. Et quand je dis Jaku, pour dire ennemi, je fais une métathèse de Kunja. Car, je le rappelle, le N est euphonique. Donc, Kuja, Jaku, c'est le même mot. Donc, il suffit de décrire un arc pour avoir mobilisé tous ces concepts, c'est-à-dire l'extérieur et la notion d'ennemi. Ce qui est en dehors, ce qui est rouge est la notion d'ennemi. Voilà pourquoi les Égyptiens procèdent de la sorte. Voilà pourquoi ils dessinent un arc pour définir les pays extérieurs. Bon, je veux prendre un exemple, le Lugungu, qui est une langue bien bantoue, parlée en Ouganda, ok? Pour qu'il n'y ait pas le soupçon d'une influence quelconque. Le Lugungu, langue d'Ouganda, une des principales langues en Ouganda, on dit ceci pour dire les pays étrangers. On dit Anze Wehanga. Anze Wehanga, c'est-à-dire les nations de l'extérieur. Parce que Anze veut dire, c'est un adverbe qui veut dire extérieur, dehors, et c'est une mutation régulière du kwere, kunze. Donc je peux dire kunze extérieur ou Anze extérieur, c'est le même mot. Le Chiluba va dire kunze, rouge. Le Yao, kunje, l'arc. Hehe, igonza, 9. Pourquoi? Parce que le thème du chiffre 9, voilà pourquoi on dit les 9 arcs. Ils ne sont pas seulement 9, c'est une multitude, puisque le chiffre 9, c'est la multitude au sein des langues africaines. Du point de vue conceptuel, le chiffre 9 incarne le grand nombre. Donc, Igonza, c'est l'invariante de Kenda. Il faut savoir que le thème régulier pour le chiffre 9 dans la plupart des langues bantoues, c'est Kenda, qui mute. On dit Kenda, Konda, Igonza. Donc voilà pourquoi ils dessinent 9 arcs, parce qu'ils savent que ça va rejoindre tous les mots que je viens de rappeler. C'est-à-dire Anze, Kunze, Kunje, Kenda. C'est le chiffre 9. Ok? Si bien qu'il suffit de montrer un arc pour avoir absorbé la totalité du sens réel des 9 arcs, à savoir les nations de l'extérieur ou les nations rouges. Voilà. Donc, l'essentiel de ce que j'ai dit, comme je viens de le rappeler, s'inscrit à la suite de cet ouvrage. Il s'agit du premier volume, Prends ton héritage, qui aborde spécifiquement la question de Soundiata Keita et d'autres éléments. Nous parlons aussi du nombre d'or chez les Égyptiens, nous parlons de Maat, la spirale galactique, nous parlons
principe de gémilité. Bon, voilà, c'est dense, hein, c'est un livre qui fait environ 400 pages, donc je ne peux pas le résumer ici et maintenant, mais de ce que je viens de présenter, naturellement, les éléments de base sont établis dans cet ouvrage, puisque j'aborde un ensemble de sujets, et c'est souvent dans la lecture, finalement, qu'on acquiert les éléments dans la durée. Voilà. Ça, ce n'est une communication sommaire, avec beaucoup j'allais dire d'à côté, entre guillemets, parce que je suis en train de parler, exprimer sans brouillon. Donc, j'invite ceux qui souhaitent en savoir plus, naturellement, d'acquérir l'ouvrage, hein, qui permettra d'établir ce que je n'ai fait que survoler ici. Voilà. Et pour le contact, donc c'est acontrario.info, c'est pour le site. Pour le email, c'est éditionangeli@gmail.com. Et pour le Facebook, naturellement, c'est Dibon Barimbok, votre serviteur. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre patience, pour votre attention, et je vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci et à bientôt.